Les experts sur Arabelle. Avec Faisal Tadlaoui. Bonjour et bienvenue dans votre émission sur Arabelle, les experts. Arabelle, vous le savez, tous les jours entre 17h et 18h pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles et à moitié à Casa. Et nous sommes aujourd'hui à Bruxelles. Mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités qu'il peut y avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, même sportif et juridique. Les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains et des Belges à Bruxelles et au Maroc. Bref, les experts. Arabelle, c'est le Thalys entre Bruxelles et Casa, ou le Borak entre Casa et Bruxelles. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, vous le savez, nous envoyer un mail, réagir sur le numéro WhatsApp pour nous dire quels sont les sujets que vous souhaiteriez que l'on traite pour vous, ou même nous poser toutes vos questions. N'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver le podcast de cette émission pour écouter l'émission en replay sur toutes les plateformes de podcast. Au lendemain du Covid, oui, le Covid, ça fait un moment déjà, mais les conséquences se font sentir aujourd'hui. Le nombre de faillites augmente dans la région Bruxelles-Capitale et on parle de ça aujourd'hui. Quels sont les dispositifs qui sont mis en place? Quels sont les droits que vous avez pour accompagner aussi ces entreprises qui souffrent, notamment dans un contexte aussi où le coût de l'énergie augmente? Et pour parler de tout ça, mes experts, 3 experts aujourd'hui sur le plateau. Mon expert numéro 1, Paul Dayer, président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Mon expert numéro 2, monsieur Mohamed Moujahid, président des juges consulaires. Et mon expert numéro 3, Stanislas Eskenazi, maître Stanislas Eskenazi, avocat. Les experts Arabelle spécial faillite d'entreprise, c'est tout de suite. Bonjour et ravi de vous retrouver comme tous les jours sur Arabelle, ici à Bruxelles entre 17h et 18h dans les experts. Et cette émission n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui puisque je suis entouré d'une équipe d'experts. J'ai l'impression d'être dans une série américaine quand vous êtes arrivés. Hein, tac. Et puis, et c'est vrai qu'il en faut une équipe pour essayer de comprendre, de définir aussi, pour vous qui nous écoutez et qui êtes peut-être dans une situation de difficulté d'entreprise, de défaillance, et puis vous posez beaucoup de questions. Eh bien, il y a des dispositifs qui sont disponibles. Et alors, j'ai quelques chiffres avant de vous présenter mes différents experts. En Belgique, en 2022, en tout cas sur les 10 premiers mois de l'année, vous me contredites si je dis une bêtise, on a une hausse de quasiment 50% des faillites d'entreprises. Et les tribunaux en Belgique ont prononcé 968 faillites au cours du mois d'octobre 2022. Alors ça déjà, ça donne des chiffres qui sont intéressants. Je vais juste faire un petit distinguo aussi au Maroc. On a des chiffres que de 2021, parce qu'on n'a pas encore ce 2022 même à date. C'est 10 500 entreprises qui ont mis la clé sous la porte l'année dernière. Mais après, on va essayer même de comprendre ici aussi entre les entreprises déclarées comme défaillantes, celles qui sont dormantes et qui sont peut-être faire faillite. Il faut toujours faire attention aux statistiques parce que c'est peut-être pas non plus extrêmement représentatif. Je vous représente mes experts. Paul Dayer, président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Comment ça va? Super content d'être là. Très bien. Super, merci d'être avec nous. Mais c'est un vrai plaisir. Vraiment. Mais alors, je dis, quand j'ai entendu président du tribunal de l'entreprise, je m'attendais à voir quelqu'un d'austère arriver, etc. Mais c'est pas le cas. J'ai trop rock'n'roll. Je suis pas du tout un type sérieux. Non, mais je sais. Mais on traite de choses extrêmement sérieuses. Absolument. Voilà, que des choses sérieuses, mais on le fait de façon décontractée. À vos côtés, Mohamed Moujahid, président des juges consulaires. Bonsoir Faisal. Merci. Très très bien, merci. Et vous-même? Merci d'être avec nous. Merci à vous de nous avoir invités. Ce que c'est qu'un juge consulaire, parce que ça aussi c'est extrêmement important. Super. Et maître Stanislas Eskenazi. Maître, j'ai rajouté maître quand même. Oustad. Oustad. Ça va, Becher? Alhamdoulilah, ça va. Alors vous qui nous écoutez à Casablanca, Tanger, n'importe quoi. Oui, monsieur s'appelle Stanislas Eskenazi, il est avocat ici à Bruxelles. Et il peut me parler en darija. Il est briti. Comme je vois. Voilà, enchanté. Merci de m'avoir invité en tous les cas. D'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vous propose dans l'heure qu'on a aujourd'hui de parler alors peut-être qu'on fera d'autres émissions parce que là on va essayer d'essayer de ratisser, de défraîchir un peu toutes les notions. De parler de médiation également aussi et d'arbitrage, parce que ça, c'est des questions qui sont extrêmement importantes. De la spécificité du tribunal de l'entreprise, qui n'est pas un tribunal de commerce, mais qui a été nommé tribunal de l'entreprise. Et on va comprendre pourquoi. Alors justement, tribunal de l'entreprise, pourquoi c'est devenu le tribunal de l'entreprise et plus un tribunal de commerce? Parce qu'en fait, on ressemble toute la vie, toute la vie économique en fait, de l'arrondissement de Bruxelles.
Ça veut dire tous ceux qui produisent d'une façon ou d'une autre de la richesse ou de la valeur. En clair, ça va de la TPE classique jusqu'à la grande entreprise, mais aussi le notaire, l'avocat, l'huissier de justice même, enfin toutes les professions libérales, et le boulanger, le boucher, enfin tout le monde, tous ceux qui produisent de la valeur ou qui ont une activité économique. Attention aussi, les associations sans but lucratif, c'est étonnant, mais les associations produisent aussi de la valeur économique. Donc en gros, toute entité qui est, alors pour traduire ça de manière fiscale, c'est toute entité qui est assujettie à la TVA. Même pas. Ça va plus loin que ça. Oui, ça va plus loin que ça. On parlait d'associations, oui. Donc, oui, même les ASBL, c'est nous. Et ces ASBL aussi peuvent avoir des difficultés, on va en parler. Et on est là pour les aider, en fait. C'est ça qu'on est venu vous dire aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. On n'est pas là que pour juger. On est surtout là pour aider. Alors justement, pour aider, il y a cette notion qui est très, on va dire, belgo-belge. C'est le juge consulaire. Et ce juge consulaire, justement, alors si Mohamed, vous êtes président des juges consulaires, mais j'imagine que vous avez été juge consulaire avant d'en être président. Vous en êtes encore un. Juge consulaire, c'est pas un magistrat. Si, ça l'est. C'est un magistrat, mais ce n'est pas un magistrat de carrière. C'est une personne qui est indépendante, qui est sur le marché de notre économie, j'ai envie de dire. Il est actif en tant qu'indépendant, il a sa société, il est, actif en tant que tel, et il a, passé toute une série d'examens. Il est devenu par la suite juge consulaire après qu'il y ait eu un appel à candidature qui a été publié au Moniteur belge. Il s'est présenté, donc il a fait tous les tests qu'il fallait, et puis il a été désigné comme tel et nommé comme tel. Alors, la spécificité du juge consulaire, c'est qu'il met à disposition, j'imagine, du tribunal une expertise. Son expertise économique, plutôt d'ordre économique. Oui, elle était plutôt d'ordre économique, et la partie, purement juridique, elle est apportée par les magistrats de carrière, qui étaient anciennement, ici en tout cas en Belgique, des avocats anciennement. Donc en gros, le vis-à-vis, si je devais faire le distinguo avec le Maroc, ça serait un expert assermenté auprès du tribunal qui va être consulté. Là, c'est ça où il juge vraiment. Il juge vraiment. Donc, il juge vraiment. En fait, on s'entend super bien d'ailleurs. C'est une particularité belge. Vous avez des magistrats de carrière qui ont fait le droit, et puis vous avez des juges consulaires qui ont fait parfois le droit, mais très souvent autre chose. Et on juge tous ensemble, collégialement, dans les chambres. Mais les juges consulaires, en plus, ont, et c'est très important pour aujourd'hui, un rôle, d'accueil de l'entreprise en difficulté. Alors, pas de conseil, on ne peut pas le dire, mais ils convoquent les entreprises qui sont en difficulté et leur posent les bonnes questions. Et puis, les aiguillent aussi vers les solutions que le tribunal a développées pour elles. Donc, ils ont un double rôle. Ils sont véritablement juges à part entière. Ils siègent avec nous. On délibère à la majorité des voix. Et puis, ils ont une fonction aussi de surveillance des faillites d'une part, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais aussi de détection des entreprises en grande difficulté. Et puis, ils accueillent et ils reçoivent tous les jours les entreprises en grande difficulté. En gros, un juge consulaire est amené à remplir 4 fonctions. Donc la fonction du juge commissaire, comme l'a dit notre président Paul Dayer, le juge commissaire, lui, est amené à surveiller en cas de faillite le rôle du curateur. Donc il va vérifier et voir en fait ce qu'il en est dans le cadre de la liquidation des actifs du failli. Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, il peut être le juge siégeant, c'est-à-dire c'est un juge qui siège en audience. Et là, vous avez en face de vous, souvent au tribunal de l'entreprise, 3 juges en face de vous. Donc il y a le président de l'audience qui est le président de carrière, qui est accompagné de 2 autres juges consulaires. Et puis vous entendez les plaideurs, et au terme de la plaidoirie, il y a un délibé, et chacun des juges a une voix pour délibérer. Donc là, ils portent leur voix et ils portent leur jugement en même temps. La troisième des fonctions, c'est le juge délégué. Et là, on va peut-être en parler par la suite, c'est le juge qui sera désigné à un moment donné dans le cadre d'une PRJ, d'une procédure de régulation judiciaire. Là, ce juge-là, il sera amené à suivre la société qui a introduit sa requête en PRJ. Il va la suivre et il va vérifier si, dans un premier temps, les conditions sont remplies, et il va remettre un rapport au tribunal. Et c'est le tribunal qui tranchera par la suite pour voir si les conditions sont remplies ou pas. Mais il va faire un suivi. Et puis, il y a la quatrième des fonctions, c'est le juge enquêteur. C'est le juge qui va vérifier, dans le cas d'une entreprise en difficulté,
chez nous, il y a une chambre qui s'occupe, chaque fois qu'il y a des clignotants, c'est-à-dire des sociétés qui sont en difficulté, et qu'il y a des clignotants, par exemple, de l'ONSS non payé, de la TVA non payée, ou bien de l'impôt non payé, ou même, un créancier quelconque qui n'a pas été payé, qui le signale au tribunal, eh bien, le tribunal va appeler cette entreprise à se présenter chez nous, et on va, mandater un juge enquêteur, un juge rapporteur enquêteur, qui lui va mener sa petite enquête et voir si cette société est en difficulté ou pas, et quelles sont les tâches qu'il va entreprendre pour essayer d'améliorer, quelles sont les mesures que la société va prendre pour améliorer sa situation. Alors, Stanislas, une ingénierie comme ça, est-ce que ça fonctionne bien? C'est-à-dire, en gros, en termes de célérité, en termes d'accompagnement en cas de défaillance, en termes possible peut-être de prévention, lorsqu'on est dans le cas d'une PRJ, parce que des fois on ne va pas jusqu'à la défaillance, on ne va pas jusqu'à la faillite, c'est aussi le but de tout ça. Est-ce que ça fonctionne bien? Mais de mon point de vue de praticien, ce que je peux dire, c'est que quand on arrive devant un tribunal d'entreprise et qu'on est tout fraîchement diplômé en droit, on a un peu peur de voir des professionnels du chiffre, des gens du métier. Et on est très loin de l'image de la tour d'ivoire, vous voyez, de cette déesse, les yeux bandés, qui juge. Là, c'est vraiment des gens du cru qui vont venir décider au regard de ce qui leur sont présentés. On le voit très fort en matière de preuves devant le tribunal de l'entreprise. Je veux dire, on a des vrais challengers. On a souvent des experts comptables, des comptables qui sont nommés comme juges. Vous êtes expert comptable, non? Je suis expert comptable, tout à fait. Voilà, et on peut se retrouver, et d'ailleurs, je pense qu'il y a près de 10 ans, je me suis retrouvé face à monsieur le président des juges consulaires, aussi appelé Si Mohamed, mais ici dans ce cas-ci, c'était beaucoup moins rigolo lorsqu'on était avocat, je peux vous le dire, et je peux vous dire qu'en termes de challenge, en termes de challenge, j'ai quand même eu droit à des questions qui ont pu vous mettre un peu mal à l'aise. Donc si vous arrivez devant le tribunal de l'entreprise en croyant pouvoir broder et en venant mentir un peu sur les documents que vous présentez, je peux vous dire qu'une fois que vous en ressortez, vous avez compris que c'est pas là qu'il fallait venir jouer. Et donc c'est vrai que en tant que praticien, lorsqu'on se retrouve devant le tribunal de l'entreprise, on y retrouve, et une fois qu'on s'y est habitué, on y retrouve une ambiance chaleureuse et une ambiance qui est véritablement pragmatique et qui s'inscrit dans l'économie. L'économie de marché, c'est quelque chose qui doit aller vite. C'est quelque chose où on doit trouver des solutions, on doit pouvoir les résoudre. Et lorsque on voit maintenant ce qui a été mis en place par les deux personnes qui sont en face de moi, entre autres, et je suis obligé de le dire sinon... mais plus sérieusement, eh bien... J'aurais dû vous mélanger. Parce parle franchement. Non, je suis en train de plaider, en fait. Je suis en train de plaider. Voilà, je considère mon président devant moi. Parler franchement. Voilà. Donc, en fait, il faut n'importe quoi, la vérité. Non, mais pour être tout à fait sérieux, je pense que effectivement, on est face à une crise économique sérieuse. On le voit de plus en plus d'entreprises qui se présentent et on le voit aussi, et ils le voient dans le cadre des jugements qui sont amenés à prendre. Donc, lorsque des créanciers classiques qui sont soit l'État, des créanciers étatiques, soit les créanciers en matière d'énergie viennent poursuivre, eh bien, ils sont là aussi en première vue en voyant la déferlante qui arrive et pour dire aux gens stop, il y a peut-être des solutions pour trouver des solutions à vos problèmes. Et donc je pense sincèrement que on joue une carte intéressante en choisissant, et le projet est intéressant en choisissant une telle composition d'un tribunal. Alors justement, on va en parler. On va faire le point aussi sur les défaillances, tous les dispositifs qui sont mis en place, et notamment aussi avec toutes les entreprises en difficulté, belges en général, mais aussi peut-être particulièrement aux entreprises qui ont été créées ou gérées par des gens issus de la diversité. Mais je voulais juste finir sur un point technique aussi. Comment on devient juge consulaire? Parce que, alors, on l'a bien dit, on a vu qu'il faut avoir des compétences particulières, mais j'imagine qu'elles doivent être variées. Vous êtes expert comptable, il doit y avoir quoi? Il faut savoir lire un bilan, il faut savoir rentrer dans les entrailles d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Avant tout, il faut qu'il y ait un besoin de la part du tribunal. Ça, c'est déjà une première chose. Une fois que ce besoin est ressenti à travers le tribunal fait un appel d'offres. Un appel, à candidature. Absolument. Un appel à candidature. À partir de là, il y a toute une série de candidats qui se présentent. Et ce besoin, il se traduit par rapport à un réel besoin. Comme vous l'avez dit en préambule, le tribunal à l'époque s'appelait le tribunal de commerce, c'est devenu le tribunal de l'entreprise. Mais à l'époque, on recherchait que des commerçants. Aujourd'hui, on est plus intéressé par écarter ou en tout cas agrandir ce rayon, et on est plus à la recherche d'entrepreneurs. Et donc là, on est intéressé
prochainement par éventuellement recruter peut-être des médecins, des pharmaciens. Exactement. Et peut-être même des administrateurs d'associations. Et il ne faut pas avoir peur d'envoyer spontanément sa candidature. Hein. Bon, cette année, j'ai demandé la publication de 10 places. En fait, c'est le président du tribunal qui décide selon les besoins du tribunal. Et très franchement, il ne faut pas hésiter. Y compris quand on est un entrepreneur issu de la diversité, il ne faut surtout pas hésiter. On en a plusieurs et on est très très heureux. D'ailleurs, notre président lui-même est belge, mais il est issu de la diversité. On en est super content. Enfin, on est très content que tu sois là d'ailleurs. Merci. Et on est très content aussi qu'il y ait des gens issus de la diversité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas hésiter aussi à envoyer une candidature spontanée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les ans, moi, je demande au gouvernement de publier un certain nombre de places. Okay ? Et je les ai toujours. Donc on préfère, en fait, on fait souvent publier le nombre de places par rapport aux candidatures spontanées valables qu'on a reçues. Et après, vous êtes reçu par le président et par le comité consulaire, qui est un peu l'organe d'administration des juges consulaires, et vous passez des entretiens. Et lorsque vous publiez cet appel à candidature sur ces 10 places, par exemple, sur le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, c'est on demande des compétences particulières ou alors c'est un appel à candidature alors c'est un appel à candidature en fonction des général. Il faut évidemment être entrepreneur, avoir une connaissance du monde de l'entreprise, mais ça peut être le cas d'un médecin aussi, hein, du coup, puisqu'on a des médecins maintenant. Il faut évidemment être de bonne conduite, hein, ça c'est la base même. Hein. Si vous avez un casier judiciaire, là on va peut-être un peu tiquer, ça c'est sûr. Hein. Oui. Mais par contre, il faut avoir des vraies compétences aussi en matière de connaissance du chiffre, hein, ça c'est sûr, il faut savoir lire un bilan. Et puis, on va vous poser aussi des questions pour comprendre vos motivations et le sens de l'éthique, hein, parce que c'est quand même un métier honorifique aussi. On est membre du pouvoir judiciaire, donc c'est quand même pas rien. Mais il faut surtout pas hésiter à envoyer sa candidature spontanée. Il y a parfois même des gens qui sont pas pris une année, qui sont pris l'année suivante, selon le profil spécifique qu'on recherche. Donc surtout, et je fais un appel aussi aux gens de la communauté, n'hésitez pas. On est totalement ouvert. On est un corps consulaire d'à peu près 100 juges. Mais il y a très souvent des gens qui partent à la retraite, forcément, parce qu'il y a un âge maximum qui est de 73 ans. Donc après 73 ans, malheureusement, ils doivent nous quitter. Donc tous les ans, il y a des besoins. Surtout, n'hésitez pas. Ok, l'appel est lancé. On revient sur le chiffre que j'ai donné des faillites. Hein. On continuera aussi après la pause à parler de ça, de faire un état des lieux. Hein. Lendemain du Covid, crise, contexte extrêmement compliqué qu'on est en train de vivre. Donc déjà, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de récolter dans toutes les affaires peut-être que vous voyez passer devant vous, est-ce que c'est l'impact, est-ce qu'on ressent à peine aujourd'hui l'impact de la période Covid ? De mon point de vue, oui. Ouais. De mon point de vue, en tous les cas, des personnes qui viennent me consulter pour l'instant, c'est principalement des personnes qui, pendant le Covid, ont réussi à survivre grâce aux aides qui ont été apportées par l'État, entre autres, qui ont bénéficié de la compréhension de la plupart de leurs créanciers, qui se rendaient bien compte de toute façon qu'ils n'allaient pas pouvoir obtenir de décision exécutoire et que les juges étaient quand même attentifs au fait que personne ne savait sortir un franc de sa poche, ou pardon, un euro ou un dirham, si on vous préférez, de sa poche. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait attendre. Le problème, c'est que l'économie a repris. Elle a repris de la façon dont on connaît, avec les augmentations d'énergie. Et là, tout le passif, même du passif pré-Covid, qui n'a pas été, exécuté pendant la période du Covid, vient s'ajouter au passif du Covid pour ensuite venir frapper comme un glas l'ensemble des petites entreprises qui ont réussi à tenir, bon an, mal an, mais qui maintenant, au jour d'aujourd'hui, n'arrivent plus à tenir. Et donc, il faut à ce moment-là pas avoir peur. Le grand danger qu'on rencontre de plus en plus, c'est que ce sont des personnes... Le Covid a beaucoup touché, il y a eu plusieurs émissions à ce sujet-là, par rapport au fait que ça a impacté, non pas seulement économiquement, mais psychologiquement, beaucoup de personnes. Et les entrepreneurs sont les premiers, puisqu'ils ont vu leur activité complètement à l'arrêt, ont repris, et au moment où ils reprennent, ils se retrouvent avec tout ce passif qui vient frapper à la porte, et ils doivent faire face à ce passif, et ils tombent généralement, j'en rencontre beaucoup, qui sont proches du burn-out, et qui n'osent plus ouvrir leur courrier, et qui laissent s'entasser les courriers, et qui viennent vous consulter en toute dernière minute. Mais allez, c'est une feuille de papier à cigarette. Il faut enlever cette feuille, ouvrir tout le courrier, et venir, soit chez un avocat, soit de se présenter auprès de ce qui est mis en place, auprès du tribunal de l'entreprise, pour aider les entrepreneurs. Il y a encore une crainte, une appréhension à venir absolument devant le tribunal de l'entreprise. Oui, parce qu'on a un peu l'image de la justice pénale. Moi, j'ai été moi-même juge pénal dans une autre vie, et le tribunal de l'entreprise n'est pas un tribunal pénal. Hein. Nous ne sommes pas là pour embêter les gens, je dirais. Au contraire, on est là pour les aider.
C'est sûr que s'il y a des... On fait la différence entre la bonne foi et la mauvaise foi. Bien sûr. C'est sûr qu'on a aussi un rôle de policier économique, mais on n'en parlera pas. Et c'est sûr que les fraudeurs, on les dénonce, et ils sont poursuivis. Mais ça, c'est pas ça le sujet du jour. L'immense majorité des entrepreneurs, comme disait Stan, sont des entrepreneurs qui effectivement subissent un double coup, hein, parce que c'était une crise de la recette, hein, la crise du Covid. Ils n'ont pas pu toucher leur clientèle, ils n'ont pas pu commercer, pas pu vendre leurs services. Maintenant, va arriver à partir de janvier une crise de la dépense. Donc 2 crises, une crise de la recette et une crise de la dépense, c'est dur. Et donc on a mis effectivement toute une série de mesures en place. Encore faut-il avoir, je dirais, la bonne idée de franchir le seuil du tribunal. Et la meilleure façon de franchir le seuil, il y en a 2. C'est d'aller voir son avocat, d'aller voir son comptable, ou d'aller d'écrire à la Chambre des entreprises en difficulté. On peut faire les 3. Voilà. Alors, on va faire une petite pause et on reviendra juste après, hein, justement, et on verra quels sont les dispositifs qui sont mis en place. On va parler de la loi, hein, justement, sur la continuité de l'entreprise, hein, qui était avant la loi relative au Concordat. Comment ça a évolué? Qu'est-ce qui a changé, justement, à ce niveau-là? Et puis, on parlera aussi de médiation et d'arbitrage, parce que ça aussi, c'est important, peut-être avant d'arriver au tribunal et savoir quels sont les éléments. Et puis, on donnera à chaque fois des petits points de comparaison avec le Maroc, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent inspirer aussi le Maroc en matière de règlement de conflits, surtout que ça aille vite. Parce que nous, au Maroc, ça va pas vite, et il faut que ça aille vite. Et ça peut aller vite. Chez nous, il y a des choses qui vont très très vite, il y en a d'autres qui vont un peu moins vite, mais on est peut-être le tribunal quand même un des tribunaux les plus rapides. Et ben voilà, vous me direz quels sont les ingrédients. Une petite pause dans les experts Arabelle, on revient juste après. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que sur mon plateau, mes experts sont Paul Dayer, président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, Mohamed Moujahid, président des juges consulaires, et maître Stanislas Kenazi, Mohami, qui est avec nous aujourd'hui. À tout de suite. 17h-18h, les experts sur Arabelle. De retour sur le plateau des experts Arabelle, nous sommes à Bruxelles et mon équipe d'experts est toujours avec moi sur le plateau. On parle des défaillances d'entreprise, du tribunal de l'entreprise et également de son rôle et vous l'avez entendu, hein, Monsieur Paul Dayer, président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Juste avant qu'on marque cette pause, vous dit il faut faire le pas, il faut y aller. Puis là, on va peut-être aller en détail, hein, parce que vous nous parlez. Vous avez bien fait comprendre qu'il y avait de la bibienveillance, hein, et qu'on n'était pas, qu'on pouvait faire peur, mais il va falloir que vous convainquiez un peu plus et vous nous dire dans quelle mesure, et qu'on juge sur pièce. Mohamed Moujahid, président des juges consulaires, qui est avec nous, et Stanislas Kenazi, avocat avec moi. Alors, je vous ai coupé. À un moment, vous vouliez rajouter quelque chose. Exactement. Je voulais rajouter quelque chose à ce que Maître Kenazi, donc mon ami, a rappelé tout à l'heure par rapport à la crise Covid. Moi, j'aimerais ne pas être amnésique et rappeler quand même qu'avant la crise Covid, il y avait les attentats. Qui ont provoqué une grosse crise et qui a engagé, je dirais, des sociétés qui se comportaient convenablement à, je dirais, se retrouver en difficulté. Suite à ces attentats, on a eu le piétonnier à Bruxelles, où on s'est retrouvé au tribunal avec pas mal de sociétés qui se retrouvent du jour au lendemain en difficulté alors qu'elles se comportaient bien. On a eu les travaux dans le tunnel. Ces travaux ont engagé également pas mal de crises et on s'est retrouvé donc avec un paquet de petites sociétés qui, je dirais, crise sur crise sur crise. Et le coup fatal, comme l'a rappelé Maître Stanislas, coup fatal, c'était le Covid. Et là maintenant, je dirais, suite à ce coup fatal, on a la crise énergétique. Donc là, ça devient de plus en plus compliqué pour la petite et moyenne entreprise. Parce que la grande entreprise, elle parviendra toujours à s'en sortir, je pense. Mais aujourd'hui, ceux qui sont frappés, je dirais, de plein fouet, c'est la petite et moyenne entreprise, si pas la micro-entreprise. Alors, maître, je me tourne vers vous. On va essayer d'être extrêmement concret. Imaginons que parmi les gens qui nous écoutent, et peut-être qu'il y en a énormément, vu les chiffres qu'on présente, qui sont dans la situation que vous nous avez dit. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye de se cacher, on ne sait pas quoi faire. On a laissé s'entasser les traites, les créances. On a du mal à faire face. On se dit, allez, tiens, on répond à l'appel de Monsieur Paul Dayer. On dit, on va y aller. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire si on doit faire une petite timeline pour faire les choses bien, quoi. Si on se retrouve dans cette situation, c'est qu'économiquement, c'est compliqué. Oui. Et donc, si économiquement, c'est compliqué, aller consulter un avocat pour qu'il puisse faire, si vous voulez, un débrief déjà du point de départ, c'est déjà des frais qu'on va se trouver à engager, qui ne sont pas des frais gratuits. C'est une profession libérale, mais elle a un but de lucre. Donc, l'idée, c'est que ce qui a été mis en place par le tribunal, et les deux présidents en face de moi en parleront peut-être mieux que moi, mais c'est au travers d'une ASBL qui s'appelle bimédiation, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est la possibilité de voir financer les frais de l'avocat qui va venir à intervenir en qualité de médiateur
pour pouvoir justement faire un plan de sortie de la situation actuelle. Vous savez, j'ai été dernièrement nommé par le tribunal dans un dossier pour un petit restaurant. Et la personne qui est arrivée chez moi m'annonçait qu'il allait mettre la clé sous la porte, et on oublie beaucoup. Et je le rappelle quand je donne cours de droit pénal, mais vous savez, les étudiants sont ils aiment savoir, parce qu'ils regardent beaucoup la TV, ils aiment le sang, la violence et tout ce que vous voulez. Mais je leur rappelle toujours que le seul suicide que j'ai eu dans ma clientèle, c'est pas quelqu'un qui s'était trouvé en prison, c'était pas une victime. C'était quelqu'un qui s'était pris une faillite, et on était venu saisir son bien. Et je le garde toujours en tête, j'en ai des frissons à chaque fois que j'en parle, parce qu'on oublie que la violence économique est d'abord peut être terrible pour les gens. Donc, il faut pas sous-estimer. Et lorsque je vois cette personne arriver chez moi, suite à ma nomination par le tribunal, eh bien, il est complètement désemparé. Je lui dis, mais on va regarder. Et donc, je me retourne dans son restaurant, à l'arrière, derrière, et on commence à regarder chaque document. Vous voyez, on fait cet exercice que les gens ne sont plus capables de faire. D'abord parce que c'est pas leur métier. C'est leur métier, et puis on peut être paralysé par la situation. Et ce sont des petites entreprises. Oui. Le type, il est derrière ses fourneaux, il est au service, il n'a pas le temps de regarder tout ça. Et dans une vie normale, économique normale, on paye ce qui rentre, ce qui sort, on s'en sort plus ou moins. On a peut-être un peu de mal pour payer sa TVA. Mais dans la situation décrite de manière bien plus brillante par M. Mehed que par moi, mais on est au bout de je ne sais pas combien de crises, on n'y arrive plus. Et on fait simplement le tri. Et quand il s'est rendu compte que son état d'endettement qu'il croyait énorme s'avérait être finalement quelque chose de parfaitement réalisable, il m'a regardé, il m'a dit « j'ai espoir ». Déjà, ça, c'est une réponse qui est énorme. Et puis après, comme le tribunal nous a fait cette confiance de nous nommer nos médiateurs, le fait de se présenter auprès des créanciers en cette qualité, ils se disent mais ça veut dire que le tribunal croit en la possibilité de cette entreprise de s'en sortir. Et donc, ça nous donne, si vous voulez, dans la discussion, un crédit vis-à-vis des créanciers. Et bon, la suite, il faut voir comment ça se passe. Mais là, à ce moment-là, on évite, parce que ça, ils pourront mieux en parler que moi, mais lorsque j'ai fait pas mal de procédures de réorganisation judiciaire pour des clients, mais on est déjà dans une situation plus loin économiquement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des effets pervers au fait de la publication d'une procédure en réorganisation judiciaire, c'est-à-dire que tous les banques, tout le monde commence à être nerveuse et place des mandats hypothécaires, commence à changer. Et cet avantage de la médiation et d'être nommé comme médiateur, c'est qu'il n'y a pas de cette publicité néfaste qu'on peut retrouver dans la procédure de réorganisation judiciaire. Donc je pense que ça, c'est la première étape. Et en plus, la région bruxelloise, au travers d'accords que le tribunal d'entreprise a négocié, eh bien, finance ce travail qui peut être fait. Donc ça veut dire que vous avez quelqu'un qui va pouvoir pendant une quinzaine d'heures s'installer à vos côtés et faire le tri. Sans que vous ayez à débourser quoi que ce soit. Vous déboursez, je pense... c'est 25% en fait. 25%. En fait, ce qu'on a négocié, on s'était dit, c'est exactement ça. On s'est retrouvés avec les juges consulaires et en fait, le cabinet nous a interrogés, c'est en décembre 2020, en nous disant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va avoir un très très gros souci, ce qui est vrai. Et donc on s'est dit, mais finalement, des gens qui sont comme dans les graves difficultés que Stanislas évoque, si on doit leur demander de débourser des sous, ça ne va pas aller. Donc, c'est très simple. On a négocié, en fait, sur fonds européens, sur les fonds de relance, que 75% des honoraires des médiateurs d'entreprise et des mandataires de justice dans la phase préparatoire de la PRJ, on va en parler, qui elle est confidentielle, en fait, ces honoraires-là peuvent être pris en charge par la B-Mediation. En fait, c'est un subside qu'ils ont reçu sur base des fonds européens. Bon, comment ça se fait ? C'est très simple. En réalité, il y a deux voies d'accès. Soit ce sont les juges enquêteurs, ou les juges rapporteurs, comme on dit maintenant, qui ont reçu les gens le matin, quand ils sont reçus, et qui me les amènent, ou qui les amènent au président de la Chambre des entreprises en difficulté, en disant, voilà, ce monsieur a une difficulté, je pense qu'ici une médiation, ça pourrait être intéressant. Et donc les juges rapporteurs présentent les différentes solutions. Et alors on fait nous-mêmes avec eux, parce que ça peut être une requête verbale, et alors on fait l'ordonnance tout de suite. Et on les désigne tout de suite. Et Stan le sait, on a eu des dossiers où il était au tribunal, il plaidait, je suis venu le chercher en disant, voilà, j'ai un client ici pour toi, il y a un gros souci. Et effectivement, c'est le mot espoir qui arrive, et ça c'est beau. Pour nous, c'est formidable, ça nous fait vivre. Le gars qui arrive, il faut être très concret, le gars, il arrive chez nous, il est persuadé qu'il va être mis en faillite, qu'on va lui dire, ta situation est désespérée, tu dois déposer le bilan. Ben non, en fait, il se retrouve avec une solution, clé sur porte, avec un médiateur attentionné, qui connaît le métier, qui va pouvoir surtout négocier
à sa place. Parce que le gars, en fait, il est entrepreneur, il doit faire tourner sa boulangerie, il doit faire tourner son restaurant, il doit faire tourner sa PME, il n'a pas le temps de les négocier avec le fisc. Et on a des gens comme Stan qui sont de se dire qu'il va aller supplier un échelonnement chez tel type de créancier, que ce soit des créanciers privés, que ce soit l'État, les impôts, etc. Exactement. Et alors, il négocie, et il nous fait un petit rapport, et en général, on arrive à des accords qu'on peut même alors avaliser par des chambres de règlement amiables ou autres. On peut les avaliser dans des jugements, si le créancier le souhaite. Et c'est comme ça qu'on sauve des entreprises. Et c'est vraiment une formule extraordinaire, parce que les gens, alors, en fait, ils ne doivent même pas débourser les 25% restants tout de suite. B-Mediation paye le tout, et c'est le médiateur. B-Mediation va alors s'adresser à l'entreprise sauvée en disant, voilà, il y a, je dirais, un fee de 25%. Mais enfin, 25%, c'est pas grand-chose. Non. Ça veut dire qu'il y a quand même 75%, 75% des honoraires qui sont pris en charge. C'est formidable. Encore faut-il venir faire une requête. Alors une requête, ça coûte en tout et pour tout 20 €. Point. 20 € la requête. C'est rien. Je veux dire, c'est peanuts. Exactement. C'est le droit de rôle. Bon, voilà. Et 100 € à payer à B-Médiation pour lancer le dossier. Voilà. Et puis à ce moment-là, vous ne déboursez plus rien et vous avez quelqu'un spécialiste. S'il n'y avait pas cet arrangement, cette facilitation, ça coûterait combien ? En gros, non mais c'est ça, je veux juste te dire, s'il n'y avait pas toutes ces aides, il faut le dire, comme ça on se rend compte, s'il n'y avait pas tous ces dispositifs, ça coûterait à peu près combien si on devait gérer un dossier de manière conventionnelle ? Alors, moi, je vous dirais, tout dépend du dossier. Oui. Tout dépend de la grandeur ou du problème qui est engendré. Donc ici, si vous avez des difficultés et que l'entreprise elle est hyper importante, ça coûterait bien plus cher que la petite entité. Donc là, encore une fois, c'est très compliqué à répondre. C'est voilà, il y a un timesheet qui sera, je dirais, mis en place et donné par l'avocat, et là, on devra régler. En tout cas, j'imagine que la cible de ces dispositifs, c'est surtout les petites entreprises. Absolument. Et pas seulement. Pas seulement. On a eu des grosses médiations, mais alors elles sont plutôt hors subsidiation. C'est ça. Mais pour répondre à la subsidiation, en fait, on est parti sur un tarif horaire assez modique. Enfin, c'est beaucoup d'argent, mais 250 € de l'heure. 125 même. 125. Même... Franchement, moi, je salue les médiateurs d'entreprise parce qu'ils ont accepté de travailler à un prix d'amis. Parce que c'est 125 € de l'heure, ça peut paraître, c'est énorme, et ça, il faut pouvoir s'en rendre compte, mais il faut mettre ça en rapport avec le coût d'un cabinet d'avocats. Et bon, c'est toujours un peu facile de pouvoir le dire. C'est la moitié du marché. Mais c'est ça, on a la moitié du prix du marché, et donc on accepte de travailler à ce montant-là pour pouvoir faire ça, mais on peut pas. Il faut bien se rendre compte que, et c'est ça l'avantage, on a assez de personnes qui sont nommées comme médiateurs pour justement remplir ce genre de tâches, parce qu'on ne peut pas gérer tout le cabinet à ce taux horaire-là. Mais c'est aussi notre rendu, un peu comme l'aide juridique dans d'autres matières, c'est notre rendu au monde économique qui nous fait vivre aussi, nous les avocats, et on doit pouvoir, en cette qualité de médiateur, avec notre... Je veux dire, ça peut paraître bizarre, mais un avocat, il doit être organisé. Et donc, à partir du moment où il est organisé, lorsqu'il prend tous les documents et il va regarder, ça ne va pas lui prendre autant de temps qu'un entrepreneur dont c'est pas le métier. Ne me demandez pas d'aller derrière une cuisine ou d'essayer de vous faire du pain. Je n'y arriverai jamais et je vais mettre 3 jours à le faire. Mais chacun son domaine. Il ne va pas être bon. Non, en plus. Khobz Merkla, peut-être. Alors, il y a différents types de créances, j'imagine, quand vous réglez ce genre de choses. Il y a les créances fiscales, et puis il y a eu un moratoire pendant la période Covid, donc il y a un certain nombre de dettes qui ont été gelées et qui ont été reprises. Est-ce qu'il y a aussi une espèce pas d'arrangement tacite avec les impôts, les administrations, avec une relation complètement différente avec des créanciers privés? Je vais dire un petit mot, puis je passerai la parole à Stan, parce que lui, il le pratique tous les jours. Mais en fait, ce qu'on a fait au début de la crise, avant même, quand la crise, le 20 mars 2020, qu'est-ce que nous, on a fait ? On a pris contact avec le fisc. On était en négociation avec le fisc. On voit ces gens très souvent. On leur a dit, écoutez, c'est pas la peine de citer les gens en faillite pour non-paiement de l'impôt. Les gens ne pourront pas venir. Et en fait, l'idée du moratoire de fait, il est venu, je le dis sans fausse modestie, mais il est venu du tribunal. Bon. Maintenant, il n'y a plus de moratoire fiscal, ça c'est clair, mais dans le cadre de la médiation, on a négocié avec le fisc et avec le NSS. En fait, surtout avec le fisc, on a une ligne directe. Et donc les médiateurs, ils ont une ligne beaucoup plus directe avec le fisc et peuvent aller négocier avec la bonne personne à Bruxelles. Voilà. Mais ça, c'était quelque chose qu'on a mis en place avec la Chambre des entreprises en difficulté, avec Pierre-Yves de Harvan, qui est son président, est très très actif et extrêmement compétent. Mais maintenant, pour l'aspect concret, je pense que Stan pourrait peut-être nous expliquer comment il fait.
Mais la plus grosse partie des dettes qui pose non, problème, mais justement, en fait, contrairement à ce que je croyais, d'abord, à l'époque de la PRJ, de la procédure de réorganisation judiciaire du début, qu'on était beaucoup dans ces procédures-là, il y avait énormément de dettes étatiques. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que les créanciers étatiques, et principalement l'ONSS, est très rapide à dégainer pour citer en faillite. Et donc, les personnes pensent d'abord à payer les créanciers étatiques, et puis il y a des nouveaux mécanismes de solidarité qui ont été mis en place par la TVA, par exemple, pour attaquer les dirigeants d'entreprises directement. Donc les personnes payent plus facilement et plus rapidement leur dette fiscale. Mais si c'est tel était le cas, et c'est le cas pour certains dossiers, eh bien, on a effectivement une entrée, disons qu'en ma qualité d'avocat, de province, je n'arrivais pas à rentrer en contact aussi facilement que quand je me présente comme médiateur d'entreprise, parce que justement on bénéficie de cette présomption de confiance du tribunal par rapport à l'entreprise, et donc on est pris beaucoup plus au sérieux, et donc on va beaucoup plus vite en disant voilà quelles sont les possibilités. Et là, je me permets de faire un assist et renvoyer vers Mohamed Mehed, parce que lui, il a pu voir dans les PRJ quels sont les accords qui sont votés. Et en fait, moi, je m'inspire des accords que l'administration fiscale et l'ONSS, dans le cadre des procédures de réorganisation judiciaire, votent. Et si elles le votent dans ce cadre-là, je ne vois pas pourquoi moi, dans le cadre d'une médiation, je ne pourrais pas obtenir la même chose que ce que je pourrais obtenir en PRJ. Il plaide, hein. Il plaide. Mais c'est un bon avocat, hein, c'est sûr. Mais quand j'ai un siège comme celui-là, ça m'échaude. Hein. Il nous manque plus que la robe. Non, mais en fait, pour revenir à ce que disait Stan et la question que vous avez posée, donc par rapport aux dettes étatiques, en termes de faillite, ça représente à peu près 80% des citations chez nous. Donc comme ça, c'est un chiffre qui est quand même relativement important. Les 20% restants, il y a une partie qui est les parties de faillite proviennent des citations du procureur du roi, donc le parquet qui cite, et puis le reste, c'est les créanciers. Donc ça, c'est, la partie faillite. La partie PRJ, procédure de régulation judiciaire, là, ce qui est important à retenir, c'est que si vous parvenez donc à homologuer le plan, donc l'homologation du plan, ça veut dire que vous allez devoir présenter un plan de paiement à vos créanciers. Si ce plan est adopté, il y a moyen d'obtenir un crédit quasi de 5 années. Okay. Donc sans devoir passer par la banque, c'est un crédit qui sera, qui vous sera accordé par les créanciers, et parmi les créanciers, il y aura les étatiques. Donc si vous avez une dette qui est à payer là aujourd'hui et que vous n'avez pas les moyens, il faut introduire en urgence une PRJ, parce qu'à travers cette PRJ, vous allez pouvoir introduire un plan de redressement. Dans le cadre de ce plan de redressement, vous présentez un plan de paiement qui va devoir être adopté et approuvé par l'ensemble, à double majorité. Pour l'instant, ça risque de changer d'ici peu, mais en tout cas, pour l'instant, c'est à double majorité. Une fois que c'est approuvé, vous avez un crédit quasi gratuit. Et on peut faire sauter une grosse partie des intérêts, et on peut faire sauter toutes les majorations. Et même une partie du capital. C'est suspensif, pour prendre un terme juridique, justement, mais à partir de quel moment ? Alors, je te laisse la parole. Ok. Donc, il y a plusieurs procédures. Il faut savoir que dans la procédure de réorganisation judiciaire, retenez qu'il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase introductive. La phase introductive, c'est la phase à laquelle vous devez introduire votre dossier, donc votre requête. Là, il va falloir respecter certaines conditions. C'est des conditions de fond et de forme. Conditions de forme, il va falloir déposer toute une série d'informations, d'éléments qui nous permettent, nous, de juger s'il y a réellement un risque de discontinuité. Ça veut dire qu'il y a un risque de faillite. S'il y a un risque de discontinuité, vous respectez le fond. À ce moment-là, on ouvre la PRJ. Une fois que la PRJ est ouverte, une fois que la requête est déposée, c'est suspendu. OK. Donc là, les créanciers ne vous attaquent plus. D'accord ? Et à partir c'est important de le souligner et de savoir comment ce qui est... Je vous coupe, on fait encore une petite coupure, après je vous jure, je vous couperai plus, ça sera la fin des haricots. 18h02. Et en tout cas, on fait en sorte que ça soit pas la fin des haricots pour les entreprises aujourd'hui, on vous explique comment. On fait une petite pause et on revient juste après dans les experts Arabelle. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que sur mon plateau, mon équipe d'experts est constituée de Paul Dayer, président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Ça va, tout va bien ? Ça, c'est juste parfait. Mohamed Moujahid, président des juges consulaires, ça va encore mieux ? Parfait. Et maître Stanislas Eskenazi, qui est avocat. Plus que jamais. Plaide aussi sur mon plateau. On revient juste après, à tout de suite. 17h-18h, les experts sur Arabelle.
De retour sur le plateau des experts Arabel aujourd'hui à Bruxelles. Nous parlons des défaillances d'entreprises, du rôle du tribunal de l'entreprise, des différents dispositifs qui existent. On vous les a listés, on pourra vous les redonner, ne vous inquiétez pas. Et puis je pense qu'on fera plusieurs émissions parce qu'au fur et à mesure, peut-être qu'il y aura des cas particuliers qui demandent des éclaircissements. Et ça, en tout cas, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Paul Dayer est avec moi, président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Mohamed Moujahid, président des juges consulaires, et maître Stanislas Kenazi, avocat. Dima Maher. Dim. Oui, il est avec moi aujourd'hui. Alors, je vous ai coupé. Vous vouliez dire quelque chose ou vous vous rappelez pas de ce que vous vouliez dire? Non, j'ai plein de choses à dire. Oui, je sais, justement, je vous ai coupé à un moment donné. Je déteste interrompre les gens, mais c'est comme ça. C'est la pub. Il y a juste une chose que je vais peut-être dire, parce qu'il y a un dispositif dont on ne parlera pas, mais je vais quand même le signaler. On a parlé des risques de suicide pour les entrepreneurs. Alors, c'est un des dispositifs qu'on a mis en place. Le tribunal a formé des juges consulaires qui sont des juges sentinelles. Et nous travaillons avec une ASBL qui s'appelle Impasse dans l'impasse, qui en fait offre aux entrepreneurs en grande difficulté, en grande souffrance psychologique, qui sont repérés, dans le bon sens du terme, repêchés, je dirais, par les juges consulaires qui ont été formés à cela. On leur offre une aide psychologique gratuite. Et quand on les voit en grande souffrance, on les prend littéralement par la main, on téléphone avec eux à la ligne. Qui alerte? C'est-à-dire que c'est le juge consulaire qui va, peut-être au moment où il se présente, exactement, ou alors c'est l'avocat. Y compris à l'audience, quand on voit des gens qui arrivent. C'est la réalité du tribunal de l'entreprise, elle est souvent humaine, elle est toujours humaine, et elle est souvent très dure, avec des gens qui ne savent plus où ils en sont, ils viennent déposer le bilan, ils sont au bout du rouleau. Et c'est à ce moment-là qu'on les prend en charge. Alors, vraiment, je le dis en toute sincérité, ça donne une dimension très humaine au tribunal de l'entreprise, parce que souvent, quand on entend des tribunaux de commerce au tribunal de l'entreprise, on a l'impression que c'est juste des dossiers, des papiers, des chiffres, et puis, alors qu'il y a des... Voilà, c'était sans doute comme ça. Derrière ces chiffres-là. Aujourd'hui, on essaie de donner une dimension au tribunal qui est celle du service. Nous sommes le tribunal de l'entreprise. Nous sommes là pour les entreprises. Et vous êtes un service public, oui. Et on est un service public. On est là pour ça. Moi, c'est ma vocation. C'est la vocation de Mohamed. C'est la vocation de Stan comme avocat. Ce sont des métiers à vocation. Et donc, quand on voit des gens en grande difficulté, il y a maintenant la possibilité de se voir offrir une aide psychologique. Ça va jusqu'à 8 séances gratuites. Ça vaut la peine. Parce que l'entrepreneur, il est souvent seul, comme disait Stan, seul avec son malheur, seul avec ses angoisses. Et en plus, il n'ose pas dire ça à sa femme, pas dire ça à ses enfants. Et alors, il ne sait plus où il en est. Et donc là, nous, c'est là où on a été formés par cette ASBL à repérer ces gens-là, et à les prendre par la main, littéralement, et les amener vers l'aide. Alors, Simon, je reviens juste à un point qui est extrêmement important. Vous l'avez dit tout à l'heure, sur le côté suspensif, à quel niveau c'était effectif. Mais on parle de l'entreprise. Lorsqu'il y a des créanciers, c'est souvent d'autres entreprises. Et puis, il peut y avoir des effets en cascade. Et justement... quand on met en place ce plan de réorganisation judiciaire, est-ce qu'on prend en considération aussi les créanciers qui sont en face et se dire que certains de ces créanciers, au-delà des créances étatiques, des dettes étatiques, des créanciers qui peuvent aussi être des petites entreprises, se dire, tiens, comment on fait pour les obliger à accepter le plan? Parce que ça aussi, c'est important. Est-ce qu'il y a, d'un point de vue juridique, ils sont obligés de respecter ce plan? Comment ça fonctionne? Non, on ne peut pas obliger qui que ce soit. Il y a des votes, évidemment, donc il y a un plan de redressement qui est proposé. Mais il faut savoir une chose, c'est que la société, une fois qu'elle a introduit son dossier devant le tribunal de l'entreprise, ça veut dire que cette société, il y a un risque de discontinuité. Donc ici, il n'y a pas trop le choix. C'est soit ça, soit il y a un risque de faillite. Si il y a risque de faillite, s'il y a risque de faillite, il y a risque que les créanciers n'auront rien du tout. Donc là, il y a peut-être une possibilité de sauver non seulement une activité, mais de l'emploi et une chance de pouvoir récupérer à un moment donné des sous. Alors combien de sous ? Ça dépendra de ce qui sera proposé dans le plan. Et c'est là où j'en venais, parce que j'avais expliqué qu'il y avait une première phase, il y avait la deuxième phase. Deuxième phase, c'est la période de sursis. Donc ici, il faut savoir qu'une fois que le dossier est introduit, il y a un effet suspensif et le sursis commence. Donc on va accorder un sursis qui sera de maximum 6 mois, répété de 2 fois, et puis pour des cas exceptionnels, encore une 3e fois. Donc on peut aller jusqu'à quasi 1 an de sursis. Donc pendant 1 an, quasi, on pourrait on pourrait bénéficier de la protection du tribunal. Sans que les créanciers, viennent, intimider par des exploits huissiers ou quoi que ce soit, l'entreprise. Donc ça, c'est un élément quand même relativement important. Une condition est demandée, c'est que pendant la période de sursis, il ne peut pas y avoir d'aggravation de passif. Ça veut dire qu'il ne peut pas aggraver son cas. Il doit
je dirais, Donc quoi, payer. pas d'intérêt bancaire, la Non. banque aussi arrête Il les doit intérêts. être Faire cap- de nouvelles dettes, en fait. Il ne doit pas avoir de nouvelles dettes il doit pas pendant la... contracter de nouvelles dettes. D'accord. Donc il ne doit pas aller chercher un crédit pour essayer d'éponger ses dettes, etc. Non, c'est pas exactement ça. Non. Ce qu'il faut, c'est éviter d'aggraver le passif. Donc ça veut dire que quand vous arrêtez et vous déposez la requête en réorganisation judiciaire, à un temps X, imaginons que vous êtes à moins 100, vous allez continuer votre activité. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez pas creuser le trou. Ça veut dire qu'un mois plus tard, vous ne devez pas vous trouver à moins 120. Voilà. Et de toute façon, je vous rassure que dès que les créanciers seront au courant que vous êtes en PRJ, ils vont vous demander un prépaiement. Et donc ça, il faut aussi le processer juste avant. Alors. Et donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas aggraver votre passif pendant toute la période du sursis. Et ce n'est qu'à cette condition, parce que on parlait justement des créanciers, et c'est ça l'avantage d'avoir la qualité d'avocat, c'est qu'on peut se retrouver dans les deux cas. Ouais. Moi, je suis l'avocat du créancier qui se retrouve face à quelqu'un qui est en PRJ. Que faire? Il y a cette possibilité qui a été ouverte par le Code de droit économique, et l'évolution est quand même assez intéressante, c'est celle du tiers intéressé. Ça veut dire qu'il y a une personne, un créancier, à un moment donné, s'il voit qu'il y a anguille sous roche et qu'on utilise, je veux dire, les juges consulaires, les juges professionnels, ils sentent les choses. Il y a des fois des choses qui sont plus subtiles, qui viennent des échanges commerciaux entre les personnes. Ils sentent qu'il y a anguille sous roche et qu'on utilise la procédure à mauvais escient ou qu'on aggrave le passif. Il peut interpeller le tribunal, ce qui n'était pas le cas par le passé. Alors justement, voilà, j'allais arriver à ça parce que tout à l'heure, j'ai évoqué la bonne foi, la mauvaise foi. J'ai évoqué aussi dans les statistiques et les chiffres, et je vous voyais opiner du chef entre les sociétés dormantes, peut-être les sociétés faussement en faillite, ce qui existe au Maroc. Et parce que quand on prend les chiffres, on a aussi beaucoup d'entreprises défaillantes, mais en face, on a aussi beaucoup de créations d'entreprises et en hausse. Et des fois, il y a une espèce de croisement. Alors, je ne sais pas, c'est aussi voir aussi que certains vont se dire, bah tiens, cette entreprise-là, je vais la lâcher, mais je vais en profiter pour en créer une autre. Est-ce que ça, c'est l'aspect gendarme. Oui. Alors, il faut savoir que bah oui, les chiffres, en fait, bon, pour vous dire, on va parler 2 minutes de chiffres, mais vraiment 2 secondes. Alors, les chiffres de cette année, a priori à Bruxelles, francophones auront doublé par rapport à l'année passée, mais l'année passée, il y avait un moratoire. Bon, la première chose. Par contre, il faut comparer des pommes avec des pommes. Parce qu'en fait, mettons, il y aura, je pense, j'ai regardé, on sera à 1500 faillites, je pense, rien que pour cette année. Par contre, il faut y ajouter les dissolutions. Les dissolutions, on va arriver presque à 2000 dissolutions cette année. Bon. Alors, c'est quoi les dissolutions? C'est d'une part, et ça a changé, avant, toutes les petites faillites où il n'y avait plus d'actifs du tout, on citait quand même en faillite. On fait plus ça, on passe par la dissolution, ça va plus vite. Et la dissolution sert aussi à nettoyer le marché de toutes les sociétés frauduleuses utilisées par la mafia, dans le cas de la traite des êtres humains, dans les négriers, voire le financement du terrorisme aussi. Bon. Et là, le tribunal intervient. On a un rôle, je dirais plutôt, de gendarme. Mais donc, il faut additionner ces 2 chiffres. Mais actuellement, les faillites qui sont introduites, c'est surtout des faillites de gens qui sont vraiment dans la difficulté. Je voulais quand même dire à propos de la PRJ, revenir 2 minutes dessus, parce qu'il y a une phase, il ne faut pas croire que la PRJ, c'est dangereux. Oui, c'est vrai que la PRJ pure, on publie au Moniteur belge. Donc c'est vrai que les créanciers pourraient se dire, le gars, il va pas bien, parce que s'il a une PRJ, c'est que ça va pas. Bon. Alors les présidents des tribunaux de l'entreprise, pendant la crise du Covid, on n'a pas chômé. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors on a créé une phase confidentielle. Et ça se fait dans le bureau du président. Donc c'est pas publié au Moniteur, mais là, on va négocier au cas par cas avec un certain nombre de créanciers en vue de préparer une procédure de réorganisation judiciaire. Et s'il y a, je dirais, une tentative agressive de l'un des créanciers, le président peut au cas par cas alors protéger l'entreprise contre tel ou tel créancier. Donc c'est important parce qu'après la phase préparatoire, le président va ouvrir la PRJ et les d'office recevables. Donc là aussi, c'est un outil qu'on a mis en place. Et là aussi, il y a un financement possible du mandataire de justice qui va négocier le plan de PRJ pour l'entreprise. Voilà. Parlons chiffres aussi. Est-ce qu'on a des statistiques? Vous n'en avez pas, mais au moins dans la tendance. Est-ce que, je vous ai posé la question au début, est-ce que ça fonctionne, en tout cas dans la célérité? Est-ce qu'on a aujourd'hui dans ces PRJ, et puis est-ce que des choses qui ont remis à flot des entreprises, des exemples concrets de petites entreprises qui ont réussi à se remettre concrètement à flot, ou c'est encore trop tôt pour le dire? Je comprends très très bien la question. Vous avez demandé en préambule de vulgariser le sujet. Vulgarisons un tout petit peu. Si je dois faire une comparaison d'une entreprise qui est en difficulté, ou en tout cas son état de santé est mauvais, et si je la compare à une personne physique qui est par exemple atteinte d'un cancer, qu'allons-nous faire pour traiter le cancer? Peut-être une chimiothérapie? Très bien. Si on s'y prend très tôt dans la chimiothérapie, on a beaucoup plus de chances de sauver cette personne.
C'est exactement la même chose pour une entreprise en difficulté. Si on s'y prend très tard dans, je dirais, l'introduction de cette requête en PRJ, eh bien, elle a très peu de chances de s'en tirer parce qu'en fait, la société, elle est quasi métastasée financièrement. Et donc, si cette société est métastasée financièrement, ça veut dire qu'elle est endettée au niveau ONSS, au niveau, je dirais, TVA, l'impôt des sociétés, précompte professionnel. Si elle a des comptes courants par-ci, par-là, la société, elle a très, très, très peu de chances de s'en tirer. Et donc, résultat, c'est qu'elle a le droit, juridiquement, d'introduire une requête. On a l'obligation, quasi, si elle respecte les conditions, d'ouvrir, mais elle aura très peu de chances de s'en tirer. Comme pour, je dirais, la personne qui est, je dirais, métastasée. Il plaide bien aussi. Hein. Alors, je vais vous donner 2 chiffres. Hein. Pour la médiation d'entreprise, je crois qu'on est à 80% de succès, ce qui est gigantesque. Alors, juste définir médiation. Si on est alors, la médiation d'entreprise, c'est... Est-ce qu'on arrive devant vous lorsqu'on est... La médiation d'entreprise, c'est ce dont on parlait tout au début de l'émission. C'est Maître Eskenazi qui se voit confier une mission de négociation avec tel ou tel créancier. Et si elle aboutit, ça et elle aboutit, à ce moment-là, on a un accord qui peut même être coulé sous forme de jugement si on le souhaite, mais c'est pas toujours nécessaire. Et à ce moment-là, ça permet à l'entreprise de continuer. 80% des médiations d'entreprise aboutissent à des accords avec les créanciers. C'est quand même énorme. Ça, c'est vraiment la très très bonne nouvelle. Et donc, il ne faut pas hésiter à demander... Un accord de médiation à force de loi ? Non, mais la convention vaut loi. Mais la convention vaut loi. Voilà, merci. Voilà. Et je pense que ce qui est très important de dire par rapport à ce que l'excellente métaphore qui a été faite, c'est il faut regarder, si on essaie de calculer en termes de chiffres, moi j'ai 100% de plans qui ont été validés par les créanciers qui n'ont pas été révoqués. Ça veut dire que donc les entreprises ont terminé le plan, ont payé leurs créanciers, mais donc il fallait arriver à ce moment-là. Donc vous voyez, parce que je vais être un peu émotif, mais ce qui est joli dans cette opération, c'est qu'à la fin, on se met tous d'accord avec tous les créanciers en disant ouais, tu vas peut-être prendre 20% dans tes dents, mais tu vas prendre 20% dans tes dents, mais mon entreprise va continuer et elle va continuer à commander chez toi. Et on va y aller ensemble, et on va aller ensemble jusqu'au bout, et on termine le plan. Mais après, ma société, elle est repartie. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut que le plan soit avalisé. Ça veut dire qu'il recueille l'accord majoritaire de l'ensemble des personnes qui ont un intérêt en tant que créancier. C'est très important. Si on voit les chiffres de PRJ, ils sont moins élevés que la médiation. Je crois qu'on donne à peu près 50%. Et en fait, il faut se dire que dans les 50% d'échecs, c'est pas vraiment des échecs, c'est des plans qui n'ont pas été approuvés, c'est des plans qui ne tiennent pas la route. C'était parfois des PRJ, et il faut en parler, il faut aussi dire les choses. Ou moi, je vais prendre une métaphore d'ancien pénaliste. Hein, c'est une petite minute, monsieur le bourreau, si vous voulez bien. Je sais bien que je suis mort, mais si vous me donnez encore quelques minutes, ça m'arrange. En fait, qu'est-ce qu'ils font ? Malheureusement, il y a des gens qui sont cités en faillite et puis introduisent une PRJ. Pourquoi ? Parce que la requête en PRJ suspend en fait la faillite. C'est vraiment encore une petite minute, monsieur le bourreau. Alors évidemment, ça pollue un peu les statistiques. Oui. Mais comme disait Stan, les PRJ sérieuses qui ont été bien négociées avec un vrai plan et qui ont été pris à temps, on a en fait un taux de réussite qui est très élevé. Et les gens, en fait, malheureusement, la plupart des personnes ne déposent pas une requête à temps parce qu'elles ne connaissent pas spécialement cette procédure en organisation judiciaire. Donc c'est pour ça qu'on est en fait très content aujourd'hui de participer à votre émission et de faire passer le message. Mais on le fera régulièrement, parce qu'il ne se fait pas d'une émission. Et justement, on prendra des cas. Moi, ce que je vous proposerai de revenir sur moi et de prendre des cas, parce que ça sera intéressant de voir dans quel type de procédure il faut aller et dans quel type de cas. J'imagine qu'il y a autant de cas qui sont différents. Et juste un petit mot d'explication par rapport à ce qu'a dit Stan, pour les auditeurs surtout, c'est que dans le cadre d'une PRJ, en tout cas d'un plan de réorganisation judiciaire, il est possible de demander un abattement jusqu'à 80%. C'est ça que Stanislas disait là tout à l'heure, 20% de prendre 20% dans les dents. Ben, ça veut tout simplement dire qu'on peut demander jusqu'à 80% d'abattement. Et donc les 20% restants, c'est ce qui devra être payé, qui pourra être également, donc les 20% restants pourront être étalés sur 5 ans également. Mais il n'y a pas de formule magique, hein. C'est l'accord de tout le monde. C'est très démocratique finalement. Toutes les personnes qui ont intérêt, il faut l'accord des doubles majorités, c'est-à-dire majorité de chiffres. Il faut que l'endettement de les créanciers au niveau de toutes les créances soit représenté à hauteur de la moitié du montant. Et il faut également que la moitié des créanciers votants votent pour le plan. Ce qui offre une certaine certitude. Nous sommes dans un pays de consensus. Donc exactement. Nous sommes un pays démocratique. Et aussi, il nous reste que quelques minutes. Je voulais juste dire
dans les mois à venir, dans le contexte qui est actuel. Là, on enregistre l'émission, on est le 9 novembre, hein, on le dit, on n'est pas en direct aujourd'hui, elle sera diffusée dans quelques jours, au moment où vous nous écoutez. Grève aujourd'hui ici, hein, et ça... notamment le pouvoir d'achat, notamment la hausse des coûts de l'énergie. Et la hausse de ces coûts d'énergie vont avoir des conséquences à court, moyen et long terme. Et là, par contre, c'est structurel. Là, il peut y avoir des entreprises qui demain devront faire appel justement à des PRJ. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que de toute façon, c'est structurel. C'est peut-être même pas des questions de... Voilà, c'est de la dépense, c'est des coûts qui augmentent. Est-ce qu'il y a quelque chose... il y a de l'anticipation alors, sur là aussi, on a anticipé. C'est notre métier d'anticiper aussi. Hein. Alors en fait, ce que nous craignons, c'est que maintenant, comme disait Stan, la crise que nous vivons, c'est, je dirais, la suite du Covid. Par contre, en janvier, on va commencer à voir les factures de régularisation de l'énergie qui vont tomber en masse. Et là, on va avoir un gros problème. Alors, nous avons une chambre de règlement amiable qui permet en fait au tribunal d'entendre les parties séparément et de les amener à un accord. Je compte ouvrir, selon les besoins, une audience supplémentaire destinée uniquement à la conciliation entre les fournisseurs d'énergie à Bruxelles et les créanciers qui sont en grave difficulté. C'est une procédure qui permet en fait à huis clos au tribunal, donc deux juges consulaires et un président de carrière, de recevoir les parties, de les prendre ensemble bien sûr, mais aussi de les prendre séparément et de favoriser la conclusion d'un accord avec effectivement des abattements ou des étalements de paiement. Parce que le gros est à venir. C'est pas un message très agréable, mais là aussi nous avons anticipé. C'est vraiment notre fierté et je dirais notre honneur professionnel que d'anticiper les problèmes auxquels les entreprises vont devoir faire face. Bien, merci à vous d'avoir été avec nous, une équipe d'experts hors pair aujourd'hui. J'espère que vous reviendrez dans ce même... trio à première demande. Cette même configuration. Mais je vous mélangerai un petit peu. Mais non, moi j'aime bien plaider. Moi ça me chauffe. Si je prendrais porter la robe en dehors. Stan a besoin d'un public. Pourquoi attendez sur la résolution moderne, je peux porter une robe où je veux. En tout cas, je vous remercie vraiment. Merci à vous. Merci de à votre vous. invitation. Merci beaucoup. Le même sujet, n'oubliez pas que demain vous pouvez retrouver cette émission en replay sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à réagir, nous envoyer vos questions. Si vous êtes dans les situations que vous avez entendues aujourd'hui, on répondra à toutes ces questions dans Les Experts Arabelle. On se retrouve très vite, comme tous les jours, entre 17h et 18h. Bye bye. Les Experts sur Arabelle.